Macron. Je présente devant le candidat à l'élection. Se lancer dans la campagne présidentielle. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission France 2012. La rédaction de TV5 Monde se mobilise pour recevoir les candidats à l'élection présidentielle. C'est dans 53 jours exactement et pour les interroger plus spécifiquement sur leur programme international. N'oublions pas ceux qui, parmi vous, les Français expatriés, participeront à cette consultation pour la présidentielle, puis pour les législatives. Nous en reparlerons. Premier candidat, première candidate, devrais-je dire, Marine Le Pen. Merci d'être sur le plateau de France 2012 pour cette toute première émission. Vous allez être interrogé par des journalistes de rédaction partenaires qui vont nous rejoindre sur ce plateau, qui vont donc ouvrir l'interrogation, les questions que l'on se pose. Moi, j'ai envie, avant de voir votre portrait dans un instant, de vous en poser une. Vous parlez au fond de la sortie d'une forme d'Europe, de sortie de l'euro, vous êtes contre l'immigration. Est-ce que le Front National, est-ce que vous avez un programme international ou est-ce que vous voyez plutôt une France un peu recroquevillée sur elle-même? Pas du tout, absolument pas. Non, la politique étrangère pour laquelle je plaide est la politique du grand large, au contraire. Hein. C'est en même temps une politique de puissance de la France et une politique de paix dans le monde, parce que je pense que la France a ce site particulier qu'elle est capable justement d'être une puissance diplomatique beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle le fut, elle ne l'est plus, et ça participe d'une baisse de régime, en quelque sorte, de notre influence dans le monde. Et si vous voulez, je pense que mes adversaires politiques ont commis une erreur en termes d'analyse de politique étrangère. Ils ont fondé leur vision sur un monde globalisé, sans État. Or, je crois qu'au contraire, tout nous dit que le monde qui émerge est un monde qui voit émerger à nouveau les souverainetés, les nations, et c'est ce monde des nations, ces relations internationales que je veux développer pour retrouver une voie, une puissance et participer à l'avenir du monde. C'est le rôle aussi de la France. Alors, dans votre programme, s'il y avait, pardon du mot, une rupture, un changement fondamental de la diplomatie française, où serait-il ? D'abord, je pense que la France n'existera que si elle sort de cette soumission européenne, euro-atlantique même, dirons-nous, cette espèce de bloc euro-atlantique qui aujourd'hui a étouffé sa voix. Je pense qu'il y a un axe Paris-Berlin-Moscou à mettre en œuvre parce que l'exclusion de la Russie comme partenaire stratégique est une erreur. Et puis il faut refonder la politique arabe et puis il faut mettre en place une grande politique africaine dont nous aurons probablement l'occasion de reparler tout à l'heure. Étant entendu qu'il y a aussi la politique asiatique volontariste que je veux mettre en œuvre parce que j'ai le sentiment que la France perd pied en Asie alors qu'elle y a sa place aussi. Alors on va parler de tout cela, on va parler de votre programme avec les chroniqueurs qui vont nous rejoindre. Tout de suite, regard de la part de la radio-télévision belge d'expression francophone, donc en Belgique. Pierre Marlet nous propose ce portrait de Marine Le Pen. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,6%. Elle en rêve peut-être, mais ce n'est pas le résultat de la présidentielle. 67% des suffrages, c'est le score par lequel les militants lui ont confié l'an dernier la succession de son père. Le FN, une affaire de famille, même si pour l'héritière du parti, la figure du père est parfois encombrante. Jean-Marie Le Pen n'est plus candidat, mais il n'est jamais bien loin de celle qui tente pourtant de se donner une image plus respectable. Ce qui au départ paraît lui réussir. Il y a tout juste un an, un sondage la place carrément en tête du premier tour. C'est pas que vous avez la pêche. Oui, bien sûr. C'est le moment. Aujourd'hui, les choses ont changé. Or, elle parle moins d'immigration et insiste surtout sur la nécessité de sortir de l'euro. Une idée qui a peut-être du mal à passer. Au fur et à mesure du temps, les Français comprendront qu'il n'y a pas d'autre moyen que de revenir à une monnaie nationale. Et si ça ne plaît pas à Bruxelles, eh bien ce sera le même prix. Et puis il y a cette tendance héritée de son père à se poser sans cesse en victime du système. Il y a dans ce Sénat une vingtaine de sénateurs assis dans leur fauteuil. Un système qui, paraît-il, mettrait des obstacles dans sa chasse aux 500 signatures. Mais elle n'aime guère en parler. Oh, écoutez, on ne va pas passer une demi-heure là-dessus. Pas une demi-heure, mais on a envie de savoir si ça progresse. Je crois que, vous voyez, les difficultés que j'ai à recueillir mes parrainages sont en réalité un piège qui me sont tendus par les deux grands partis, qui consiste à m'obliger à parler de ça pour éviter de parler du reste. Et autant vous prévenir, Philippe, quand Marine Le Pen ne veut pas répondre, il est très difficile de la forcer. On ne compte pas du tout la forcer, mais lui poser des questions, à nouveau avec les journalistes partenaires de la rédaction de TV5 Monde. D'un mot, on ne va pas faire le long développement, sur les signatures, vous n'en savez à peu près rien. Vous serez ou non dans la course, d'un mot ?
Je ne peux pas vous dire parce que je pourrais faire un point que demain soir. Nous sommes dans la transformation entre les promesses et les parrainages définitifs et voilà. On le saura rapidement. Alors sur le plateau vient de me rejoindre Darius Rochebin qui est présentateur du principal journal de la radio-télévision suisse que l'on connaît bien puisque votre journal est diffusé sur notre antenne. Nous avons eu envie d'inviter un confrère venant de la Suisse parce qu'au fond il y a beaucoup de thématiques. On ne va pas reparler des affaires du minaret, des votations ou de l'UDC, mais je voudrais tout d'abord vous demander, Darius, si Marine Le Pen est connue en Suisse et ce qu'elle y représente. Marine Le Pen, bonjour. Oui, bien sûr, vous êtes connue. Je crois que c'est réciproque. Vous citez souvent la Suisse sur les minarets, l'abattage rituel qui est interdit en Suisse, l'expulsion des criminels étrangers. Pour vous, c'est un modèle, la Suisse ? C'est-à-dire que sans être un modèle, la Suisse met en application des propositions qui sont les nôtres depuis très longtemps. Et c'est vrai que le processus démocratique suisse me paraît accompli, alors que le phénomène démocratique est en régression en France, je le dis très clairement. Pas de proportionnel, des millions d'électeurs qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Précisément, madame, est-ce qu'il n'y a pas une différence énorme ? En Suisse, la droite nationaliste est intégrée, elle est dans le gouvernement fédéral, elle peut faire passer ses idées. C'est une droite de gouvernement. Ouais. Vous restez en dehors, est-ce que ça n'est pas un échec ? Oui, enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce que la réalité, c'est que l'UDC est Vos aussi... problèmes le montrent. Non, mais bien sûr, mais l'UDC est parfois traité aussi d'une manière assez diabolisante. Mais elle est dans le gouvernement. Ça n'est pas non plus une promenade de santé, d'après ce qu'on me dit. Les Autrichiens, idem, la droite nationaliste a été dans les coalitions. Vous êtes une bête de télévision, vous êtes partout, vous faites le show, mais dans la réalité du pouvoir, vous n'êtes pas. Est-ce que ce n'est pas un mauvais service que vous rendez à vos propres électeurs ? Ah non, pas du tout, pas du tout. La réalité, c'est que moi, je porte un modèle différent. C'est que moi, je n'attends qu'une chose du système, c'est qu'il implose pour pouvoir rendre la parole au peuple. Or, aujourd'hui, le système en France est complètement verrouillé par deux grands partis que sont l'UMP et le PS qui mènent la même politique. Donc, évidemment, on voudrait me pousser à m'associer avec eux parce que ça me permettrait de m'étouffer. Mais moi, je ne veux pas qu'on m'étouffe parce que je suis là pour porter le vent de la liberté. Madame, voyez, donc, trop de provocations, trop de cabotinage quand votre père cite l'antisémite Collabo Brasillac. Je ne parle pas de jugement moral, mais objectivement, vous savez que ça diminue votre respectabilité d'un coup ? Non, c'est une utilisation qui est faite. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse des autodafés et qu'on commence à brûler des livres. Mais en l'occurrence, dans notre civilisation, on sait quand même faire la différence entre l'homme et l'œuvre. Bon, et d'ailleurs, M. Mitterrand, qui a été président de la République... De votre père, vous savez que c'est perçu différemment. D'accord, donc M. Mitterrand, lui, a le droit de dire dans une interview que son livre de chevet est comme le temps passe de Brasillac. Nicolas Sarkozy a le droit de dire que son auteur préféré est Céline. Il n'y a que Jean-Marie Le Pen qui n'aurait pas le droit de le lire. Madame, si vous permettez deux questions... Vous voyez bien quand même quelle utilisation est faite de cela. La France et l'étranger. Deux petites questions encore. François Hollande qui veut surtaxer les super riches à 75%, c'est énorme. 75%. 75%, bien sûr, en français. Est-ce que ça n'est pas un cadeau fait, par exemple, à la Suisse ? Exilés fiscaux, ça va être... Vous allez voir du monde, Darius. Ah oui, là, ça va arriver, non ? Mais c'est un coup politique. Écoutez, les socialistes ont toujours fait les mêmes choses. Ils ont dit qu'ils allaient taxer les riches et qu'ils allaient taxer les grosses entreprises et qu'ils allaient taxer la finance. La réalité, c'est que sous le mandat de François Mitterrand, jamais la finance ne s'est aussi bien portée. C'est d'ailleurs ce que M. Hollande est allé avouer au Guardian en disant aucune inquiétude à avoir. C'est nous qui avons ouvert les marchés financiers à la finance. C'est nous qui avons privatisé. Ce qui est vrai. Un dernier chiffre, si vous permettez. Il est sorti en début d'année. La différence de travail entre les Français et les autres. Les Allemands, les Suisses, à cause des 35 heures chez vous, travaillent 1 mois et demi de plus chaque année. C'est gigantesque. Est-ce que ça, c'est pas le déclin de la France, quoi qu'il arrive, quelles que soient vos promesses et ceux des autres ? Mais le problème, c'est que la France ne crée plus d'emplois parce qu'on s'est mis dans les conditions de laisser l'emploi s'effondrer. On est en concurrence déloyale, on a ouvert totalement nos frontières, on ne fait pas de protectionnisme intelligent et on laisse la fraude se développer. On n'a aucun exercice de contrôle sur la manière dont tout ça se déroule. Et par conséquent, comme il n'y a pas de création d'emploi, on essaie de se le partager, ce qui est évidemment une mauvaise solution. La meilleure solution, c'est de créer l'emploi. Mais pour ça, il faut changer de modèle économique. Moyennant quoi, on tape beaucoup sur les Français. Les Français ont quand même une grosse rentabilité dans leur travail. Donc une meilleure productivité. Voilà. Donc une meilleure productivité, on peut au moins leur accorder ça. Je sais bien que en permanence on leur tape dessus, mais je pense que les grandes erreurs ne sont pas celles des Français. Les grandes erreurs sont celles de leurs dirigeants. Merci Marine Le Pen. Merci. On vous retrouve dans les prochaines émissions. Darius, merci d'être venu de Genève pour ce regard décalé. Nous on poursuit, on va regarder notamment sur les États-Unis, sur New York, Marine Le Pen où vous êtes allée. Vous nous en parlez dans un instant. Avant cela, Français d'ailleurs, parole de Français d'ailleurs.
Voilà quelques mots, quelques témoignages de Français établis aux États-Unis qui vont donc nous dire ce qu'ils attendent de cette grande consultation que nous allons vivre dans 53 jours. Bonjour, ça va? Très bien. Tout s'est bien passé, oui? Très bien. Je suis vraiment intéressé par la campagne parce que c'est un bon moment pour nous, Français de l'étranger, de voir ce qui se passe. Pablo! Voilà. Thank you. Je pense que la France a eu un très bon président pendant cette période de turbulence. Vous savez, la retraite ici aux États-Unis, on l'aura à 67 ou 68 ou 69 ans. En France, si aujourd'hui les Français ont une retraite, c'est grâce à la réforme des retraites. Je pense que Hollande gagne dans les sondages parce qu'il a maigri, qu'il a une nouvelle attitude et que ça amuse beaucoup les Français. Je pense, dans leur inconscient au moins. Il y a ici aux États-Unis traditionnellement un vote qui est un tout petit peu plus favorable à la droite plutôt qu'à la gauche. Et ça, c'est le cas depuis des années et des années. Et ça tient, à mon avis, à cette culture américaine. Et les Français qui viennent aux États-Unis en étant d'accord avec un certain nombre de ces valeurs. Vous êtes allé aux États-Unis, l'un des rares voyages internationaux. Pourquoi les États-Unis, ça représente quoi pour vous, New York ? J'y suis allé parce que je pense que les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire, une certaine responsabilité dans la situation financière internationale, qu'ils ont fait la promotion d'un modèle, que ce modèle, je pense, est en bout de course et que c'est avec eux aussi qu'il faut envisager le modèle de demain. Il ne s'agit pas de dire vous êtes responsable de ça et donc on veut plus vous parler. Je pense qu'ils ont une place importante à jouer, même si, encore une fois, et je vous l'ai dit, je ne veux pas être soumise aux États-Unis, à la différence de ceux qui nous gouvernent. Je veux avoir la liberté, je veux avoir la souveraineté de la France. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que tous ces gens qui y travaillent, qui sont français, savent bien que quand on va aux États-Unis, eh bien, il faut subvenir à ses propres besoins. On va pas obtenir, évidemment, on va pas obtenir l'école gratuite pour les enfants, on va pas obtenir les soins gratuits, on va pas obtenir d'aide sociale. Moi, c'est ce que je demande pour la France. Vous intéresse ce modèle américain, cette partie du modèle américain ? Non, parce qu'on peut pas. Enfin, je veux dire, on a vraiment deux modèles qui sont radicalement différents. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand on me reproche de vouloir réserver les aides sociales aux Français, je m'aperçois que c'est fait dans beaucoup de pays du monde, que tout le monde trouve ça normal chez les autres, mais que nous, on devrait faire l'objet d'une générosité qu'on ne peut plus appliquer parce qu'on est en déficit, on a une dette faramineuse, quoi. Alors, Zoom, gros plan sur ces Français établis aux États-Unis, partenariat avec Hervé Hérault du petitjournal.com, qui est une publication qui s'adresse aux Français établis hors de France, que nous saluons naturellement sur cette antenne. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques éléments de cette communauté ? Alors, ce qu'il faut vraiment noter, c'est la forte progression du nombre de Français aux États-Unis, puisqu'on a maintenant dépassé les 200 000 Français résidant aux États-Unis. C'est un chiffre très conséquent qui a augmenté de plus de 15% en seulement 6 ans. Dans les 9 consulats présents sur le territoire, ce sont plus de 122 000 personnes inscrites. C'est maintenant la 3e communauté européenne derrière les Suisses et les Allemands. Pour 50% d'entre eux, ce sont des binationaux, donc c'est un chiffre également assez important. Les autres éléments sur cette communauté ? Oui, bien sûr, Philippe. Les principaux bassins de population, donc évidemment, sont New York, où on a dépassé les 30 000 Français présents. On compte également presque 20 000 Français à San Francisco, plus de 16 000 à Los Angeles. Il y a également plus de 10 000 personnes à Washington et à Miami. Alors, comment ont voté la dernière fois, peut-être ça va vous intéresser, comment ont voté ces Français établis aux États-Unis par rapport à ceux qui se sont évidemment exprimés en France ? Alors, aux États-Unis, le vote est majoritairement, je dirais, à tendance libérale. Nicolas Sarkozy a réalisé presque la majorité. Non, parce que libéral aux États-Unis, c'est plutôt la gauche. Donc, oui, ils ont voté plutôt à droite. Pour la France, c'est ce que je voulais dire. Okay. Donc, ils ont voté effectivement plutôt à droite. Nicolas Sarkozy a obtenu plus de 48% des voix au premier tour. Et au second tour, il a obtenu plus de 63%. Il avait largement devancé Ségolène Royal avec seulement 24% et 20% pour M. Bayrou. On notera donc que Jean-Marie Le Pen, pour le Front National, à l'époque, avait réuni seulement 2,4% des voix. Alors pourquoi un score aussi faible ? Je ne sais pas, mais je crois que c'est en train de changer parce que
D'abord, moi, je salue évidemment nos compatriotes qui sont à l'étranger, avec lesquels je suis en contact bien souvent par mail, parce qu'ils m'écrivent. Alors, qu'est-ce qu'ils m'écrivent ? Ils m'écrivent, Madame Le Pen, on voit la France changer, on a peur. Parce que même si on est à l'étranger, on aura probablement envie un jour d'y revenir, ou nos enfants, et on n'a pas envie de retrouver une France dénaturée, de retrouver une France en faillite. On aime notre pays, on aime notre patrie, et donc ils sont extrêmement inquiets de voir la manière dont notre pays se dégrade. Alors pourquoi un si petit score par rapport à ce qui s'est passé en France ? 2 et quelques %. Je peux pas vous dire parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup moins de votants et je regrette d'ailleurs, il y a moins de participation et c'est vrai que l'abstention en général nous nuit. Mais tous ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, français de l'étranger, je pense, vont avoir un jugement assez dur. Il y aura des déçus du sarkozysme aussi pour vous ? Très certainement, il y en aura au moins autant qu'il n'y en a eu et qu'il y en a en France en l'occurrence. Alors peut-être un point sur la binationalité ? Oui, absolument, parce qu'un des sujets vraiment d'inquiétude et d'intérêt plutôt des prochains électeurs pour la prochaine campagne, pour la prochaine élection présidentielle, donc des Français résidant aux États-Unis, c'est la binationalité. La moitié d'entre eux, je vous le disais, sont des binationaux. C'est une proportion qui correspond à celle également des 2,5 millions Français qui vivent à l'étranger. Et vous aviez parlé, Madame Le Pen, je cite, d'échec patent de la binationalité. C'est quelque chose que vous souhaitez vous souhaitez y mettre fin et vous voulez demander à chacun de nos compatriotes placés dans cette situation de choisir. Deux nationalités ? Alors j'ai dit clairement qu'effectivement je réservais la possibilité de la double nationalité aux ressortissants d'Europe. Bon, en cela, ça ressemble au modèle allemand. Et je suis effectivement contre... C'est-à-dire qu'il faut être des 27, des pays intégrés à l'Union européenne. Voilà, c'est ça. Mais je suis, c'est vrai, contre la double nationalité, ce qui n'empêche pas d'ailleurs que quelqu'un peut parfaitement venir en France en ayant la nationalité d'un autre pays. Il peut même y vivre, il peut même y rester toute sa vie, il peut même avoir des enfants, en l'occurrence, qui sont français. Mais je pense que, étant entendu qu'il y a des pays avec lesquels ça pose plus de problèmes que d'autres, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Moi, je suis la candidate de la vérité. On sait très bien que la double nationalité avec un certain nombre de pays du Maghreb pose plus de difficultés d'assimilation que ne le pose la double nationalité avec les États-Unis. Mais pour ne pas effectuer de discrimination entre les uns et les autres, parce qu'il y a un problème, il faut y apporter une réponse et moi j'assume la réponse que j'y apporte. Donc oui, pour la double nationalité avec les pays européens, il faudra effectivement choisir pour la double nationalité avec des pays étrangers à l'Europe. Merci Hervé, on vous retrouve dans une prochaine émission. Soyons clairs, un binational qui vit aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, pour vous, ne peut pas participer à cette élection ? C'est pas ça, c'est qu'il faut qu'ils choisissent. Si vous voulez, il y a quand même une injustice profonde. Je pense qu'on n'a qu'une identité comme on n'a qu'une nationalité. Et intervenir dans le processus électoral et donc dans l'avenir de deux pays en même temps, ça apparaît quand même quelque chose d'assez étrange. Alors, question d'un téléspectateur, il s'appelle Thomas, il est en Espagne. Vous avez déclaré à propos de Yannick Noah, quand on a décidé de quitter la France, on n'a pas à s'exprimer sur la politique française. Alors, vous, allez-vous présenter des candidats aux législatives pour ces Français établis hors de France, partout dans le monde ? Oui, enfin attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que quand on est un exilé fiscal et que volontairement on a quitté la France pour ne pas y payer d'impôts, en l'occurrence c'est le cas de M. Noah, on ne vient pas en plus donner des leçons de morale en France sur la politique. Bon, ça ne veut pas dire que les Français qui vivent à l'étranger n'ont pas leur mot à dire, bien entendu. Alors, et ils votent et je les appelle à voter d'ailleurs. Et nous aurons des candidats dans toutes les circonscriptions législatives dans le monde entier, bien sûr. Une question du Sénégal. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique par rapport aux dirigeants africains qui agissent comme des dictateurs? Je remets en perspective, il devait y avoir, il y a 5 ans, avec Nicolas Sarkozy, une rupture dans ce qu'on appelait la France-Afrique. Vous, où en serez-vous avec un certain nombre de chefs d'État, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, qui ne sont pas forcément des démocrates militants? Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont des démocrates militants, il faut bien dire, dans le monde. Il y en a même une minorité. Moi, de manière générale, je veux rompre avec la France-Afrique. La France-Afrique n'étant pas seulement la relation très critiquable entre nos dirigeants et un certain nombre de dirigeants dictateurs africains, mais en réalité un processus qui a consisté à piller une partie des richesses de l'Afrique pour en faire bénéficier un certain nombre de grandes entreprises avec des rétrocommissions qui allaient aux politiciens français et aux politiciens africains. Ça, c'est un processus qui est innommable. Je pense qu'il faut poser les bases d'une politique africaine fondée sur le respect réel
des nationalités, des souverainetés des nations d'Afrique, et un soutien fort de l'État, un soutien de l'État français, un soutien fort des entreprises françaises, avec une contrepartie, c'est la régulation de l'immigration. On vous aide, mais aidez-nous à réguler une immigration que nous n'arrivons plus à gérer et qui, de surcroît, vous prive de vos élites, ce qui est évidemment vous condamner à la pauvreté à perpétuité. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec un gros plan sur l'Afrique. Nous allons partir en Israël. En Israël, où vous avez essayé de vous rendre, vous n'êtes pas reçu par les autorités du pays. Vous avez le droit de vous y rendre comme touriste. Et nous allons rejoindre tout de suite Philippe Agré du bureau de l'AFP. L'AFP est notre partenaire dans France 2012. Philippe Agré, bonjour. Sur le plateau, donc, vous nous voyez Marine Le Pen. Comment les Français établis en Israël, ou les binationaux, comment perçoivent-ils Marine Le Pen ? Alors, c'est vrai que Marine Le Pen a fait beaucoup d'efforts et fait beaucoup d'efforts pour tenter de séduire les Israéliens. Elle a donné des interviews au journal Haaretz, le grand journal de gauche, par exemple. Et il y a quelques jours, elle a donné une longue interview à la télévision. Louis Alliot est également connu. C'est une personnalité qui se fait connaître et qui veut se faire connaître. Le nom Le Pen est évidemment connu en Israël. C'est la raison pour laquelle une réputation sulfureuse, et c'est la raison pour laquelle, au niveau officiel, en effet, elle reste persona non grata. Pour le moment, il est certain qu'elle ne sera pas reçue au niveau officiel. Alors, au niveau officieux, si je puis dire, pour ces Français, quel est le regard qu'ils portent sur Marine Le Pen ? Je pense que la communauté française est divisée, mais il est certain qu'il y a une frange, peut-être importante, qui est séduite par son discours anti-immigration et son discours anti-islam. Il est assez intéressant de constater que les autres dirigeants des droites populistes nationales européennes sont venus, Wilders, le flamand de Winter, les Autrichiens. Ils sont venus parce qu'ils considèrent Israël finalement comme un rempart de l'Occident contre ce qu'ils appellent l'islamo-fascisme. Donc, ma question à Madame Le Pen sera celle-ci. Est-ce qu'elle voit également, elle, Israël comme un rempart de l'Occident au moment où la région, où le monde arabe est en pleine révolution? Elle a d'ailleurs parlé d'une nouvelle politique arabe au début de son émission. Et aussi, je me souviens qu'en 2007, lors de la campagne du Front National, il y avait un clair appel au vote beurre. Alors, on va écouter la réponse. Comment se situe Madame Le Pen? On va écouter votre réponse. Bon, d'abord, je suis toujours gênée par ce genre de discussion parce qu'on a l'impression qu'elle est beurre d'un côté et nos compatriotes juifs de l'autre, quoi, en quelque sorte, et que ces deux-là seraient en opposition. Moi, je suis exactement la représentante de l'inverse. Je suis la représentante de la nation, c'est-à-dire de cette structure où, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, on peut se retrouver ensemble. Et j'entends que la nation française ne soit pas impactée au-delà de ce qui est raisonnable par le conflit israélo-palestinien. Bon. Maintenant, je suis pour une restauration de la politique d'équilibre. Et c'est vrai que nous avons parlé de la restauration d'une politique arabe qui sera fondée sur une ligne très claire, une ligne rouge d'ailleurs. Hein. La France ne discutera ni ne négociera avec aucun gouvernement pratiquant ou soutenant des groupes terroristes, quelle que soit la cible de ce terrorisme, que ce soit Israël, que ce soit les USA ou que ce soit la Russie ou l'Europe. Ça, c'est notre ligne rouge. Maintenant, je pense que l'existence d'un État palestinien souverain est peut-être une voie pour la préservation d'un État israélien sécurisé, vivant dans des frontières sûres. Marine Le Pen, je repose ma question. Vous êtes d'accord pour la création de cet État et à quelle échéance de cet État palestinien? Je crois que l'existence d'un État palestinien va obliger l'État palestinien à avoir les obligations qui sont celles d'une nation souveraine. Ils ne pourront plus, en quelque sorte, se retrancher derrière le fait qu'ils n'ont pas de souveraineté en disant bah oui, mais vous nous empêchez d'être souverains, vous ne pouvez pas en même temps nous demander de lutter, de faire appliquer la sécurité, de lutter contre le terrorisme. Là, en leur donnant en main les obligations qui sont aussi les conséquences des droits qui sont liés à une nation souveraine, dans une structure internationale bien précise, eh bien, on pourra exiger plus, je crois, du gouvernement palestinien que ce qu'on obtient de lui aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les 20 dernières années pour s'apercevoir que probablement le choix qui a été fait n'était peut-être pas le
bon. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas donné de résultat. Merci Philippe Agré, en direct de Jérusalem. Autre regard, vous avez parlé de l'Afrique il y a un instant avec cette question d'un téléspectateur. Nous recevons Denise Epoté, qui est donc journaliste à TV5 Monde. Denise, quelles sont les questions ou l'approche que vous auriez envie de poser à Marine Le Pen ? Bonjour, la relation Afrique-France est séculaire, mais comment vous expliquez que la politique africaine soit totalement absente des programmes des candidats ? Pas du mien, toujours. Moi, je pense que les dirigeants, quels qu'ils soient, sont extrêmement gênés avec l'Afrique parce qu'ils savent très bien que ce soit un parti ou l'autre, ils ont abusé de relations qui étaient des relations extra-politiques et souvent bien commerciales, dont ils ont, il faut bien le dire, au fil du temps, tiré des profits qui sont des profits personnels. Donc ils ont, à l'égard de la France-Afrique, une relation absolument hypocrite. Bon, je pense d'ailleurs que l'Afrique a tout intérêt à regarder que le seul candidat qui est capable de changer cela est le candidat qui n'a jamais touché, si vous voulez, à ces opérations de France-Afrique, c'est-à-dire en l'occurrence moi. Moi, je suis un défenseur de la souveraineté et de la nation, de la liberté des nations à disposer d'elles-mêmes. Et quand je défends l'identité de la France, la souveraineté de la France, je défends aussi la souveraineté et l'identité de toutes les nations du monde. Et c'est sur ce rapport absolument équilibré et respectueux que je veux engager une grande politique africaine. Mais oui, bien sûr, parce que et encore une fois, il y a une négociation à avoir. Moi, je vais dire clairement, j'étais contre l'immigration choisie. Voilà. Parce que j'ai dit, je trouve ignoble, juste ignoble, d'aller chercher les élites des pays africains pour venir les payer moitié prix en France et priver les pays africains de la capacité de se développer économiquement grâce à leurs élites. Bon, je trouve que c'est une politique ignoble. Elle est ignoble aussi à l'égard des Français, d'ailleurs, parce qu'en réalité, ils restent sur le carreau et on va chercher des gens qui sont payés moitié moins. Donc tout le monde est perdant. C'est vraiment la politique perdant-perdant, ça, en l'occurrence. Bon. Mais c'est vrai que je voudrais engager une négociation avec les pays africains en disant, écoutez, faites un effort avec nous dans le cadre d'une négociation. Discutons de la régulation de l'immigration et nous discuterons également de cette politique de coopération avec l'Afrique et de développement économique. Votre père, Jean-Marie Le Pen, s'était rendu au Gabon pour y rencontrer le feu président Omar Bongo pour qu'il disait qu'il avait beaucoup d'estime. Comptez-vous rencontrer des dirigeants africains pour parler justement de cette politique africaine avant le premier tour? Je ne sais pas si je pourrais le faire avant le premier tour, mais depuis de nombreuses années, je suis en contact avec toute une série de jeunes dirigeants africains qui ont une vision, comme je l'ai d'ailleurs, différente peut-être de celle de leur père, et qui en ont effectivement soupé de voir que la France traite les nations africaines avec un respect tout relatif. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à construire, une vraie relation de respect et d'avenir à construire avec cette nouvelle génération. Peut-être vous inscrivez également dans la logique de la rupture dont avait parlé Nicolas Sarkozy. On a posé la question tout à l'heure, vous disiez que c'était du discours. C'est ça, il n'y a qu'un malheur, c'est que si vous voulez, il n'y a rien de pire. Je trouve qu'on devrait juger d'autant plus durement quelqu'un qui a fait des promesses et qui ne les a pas tenues. Clairement, le discours qui a été tenu par Nicolas Sarkozy à l'égard de l'Afrique n'est pas du tout la vision que je peux en avoir. Merci. Merci pour ces questions. Moi, je voudrais vous interroger sur un élément d'actualité, ce qui s'est passé dans le cadre du printemps arabe, et maintenant sur la Syrie. Vous n'avez pas condamné la répression opérée par Bachar el-Assad. En ce moment, certains de nos confrères sont en danger de mort. Ils ne peuvent pas être exfiltrés. Est-ce que vous lancez un appel pour qu'ils puissent être mis en sécurité, notamment au Liban? Est-ce que vous pouvez lancer un appel au régime syrien? D'abord, permettez-moi, j'ai condamné les violences à l'égard des civils. Je les ai condamnées de manière extrêmement claire. Voilà. Je dis simplement qu'il faut avoir un peu de recul sur ces affaires internationales, que les choses ne sont pas toujours aussi claires qu'elles veulent bien le paraître, et que c'est vrai qu'il y a des nations, des États qui agissent au soutien de la rébellion, qui sont peut-être pas aussi gentils qu'on veut bien nous le faire croire. Maintenant, j'ai toujours lancé, j'ai toujours indiqué tout le soutien que j'exprimais à l'égard des journalistes qui sont courageux et qui vont dans des lieux de guerre et qui, par définition, risquent leur peau. Et effectivement, j'appelle à ce que ces journalistes soient rapatriés. Mais je vous signale que là encore, dans cette affaire, l'absence de volonté de vouloir revenir avec le croissant rouge est tout de même assez étonnant. Alors, est-ce qu'on sait tout sur les conditions je n'en sais rien. Très honnêtement, je n'ai pas d'éléments assez précis et je regrette que par 3 fois,
En réalité, il semblerait que leur rapatriement ait échoué. On ne sait pas bien à cause de quoi. Nous suivrons dans les prochaines heures cette évolution et puis nous verrons également dans les tout prochains jours quel est votre avenir dans cette élection. Pourrez-vous vous présenter? Ça, nous le verrons prochainement. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et de ses partenaires. Tout de suite.